Que se passe-t-il sur le marché immobilier en France en mois de mai 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette petite vidéo. Donc, comme chaque mois sur Immobilier Danger, je vous fais un petit point des informations et des chiffres qui ont retenu mon attention, ce qui peut être intéressant aussi bien pour ceux qui ont un projet immobilier que pour les professionnels qui veulent faire une veille un peu sur leur marché et qui n'ont pas le temps de scruter tous les jours les dernières informations qui se disent. Donc je vais vous partager mon écran pour illustrer un petit peu tout ça. Hop. Donc voilà l'article que je publie ce matin, donc sur les chiffres et les informations du mois. C'est une chose que je fais tous les mois. Pour ceux qui connaissent pas trop Immobilier Danger, c'est une publication que je fais tous les mois depuis plusieurs années, qui permet de faire un petit point un petit peu sur les dernières informations plutôt que de faire une actualité à chaque petite information. Ça permet d'avoir un résumé beaucoup plus synthétique et rapide. Donc pour commencer, on va faire un petit point sur les taux de crédit immobilier. Donc dans la dernière vidéo qui a été publiée le 1er mai, on parlait des taux qui avaient légèrement augmenté au mois d'avril et qui étaient sur le point de rebaisser au mois de mai. Donc là, entre-temps, on a l'Observatoire Crédit Logement CSA qui a publié son, son étude avec les chiffres pour le marché du crédit immobilier au mois d'avril. Donc sur les chiffres du mois d'avril, on se retrouve avec un taux moyen qui est a priori en baisse de 2 points de base, puisqu'il descend à 3,07 contre 3,09% au mois de mars. Et j'ai un peu du mal à comprendre comment le taux moyen a été calculé, puisque la durée moyenne des prêts est en hausse. Et quand on regarde sur le détail, donc sur 15 ans, on a une augmentation de 2 points de base. Sur 20 ans, on a une augmentation de 3 points de base. Sur 25 ans, on a une augmentation de 3 points de base. Donc globalement, on peut voir qu'il y a bien eu quand même quelques petites hausses sur le mois d'avril, mais elle ne ressort pas sur le taux moyen global. Donc on a pu voir que c'était très minime. Ces hausses, elles sont, voilà, on peut regarder par rapport aux chiffres de décembre 2024, donc depuis le début de l'année, on a perdu entre 20 et 30 points de base sur chaque durée, donc ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc les conditions continuent de s'améliorer pour les financements de crédit immobilier. Maintenant, comme on l'a vu dans l'article sur les taux de crédit immobilier en mai 2025, que je vous remets en lien là, au début du paragraphe, ça va beaucoup dépendre d'évolution sur les marchés financiers. Donc, on a pu voir que l'OAT 10 ans de la France avait, après avoir beaucoup augmenté à presque 3,60%, elle est descendue sous les 3,20. Ça fait quelques jours qu'elle remonte un tout petit peu, donc cette histoire, elle n'est pas terminée. Faudra continuer à surveiller ça. Pour l'instant, la BCE continue de baisser ses taux, l'inflation continue de se calmer, donc a priori, à moyen et long terme, il n'y a pas de risque de revoir les taux partir à la hausse. En revanche, pour une baisse là tout de suite, pour ceux qui ont un projet à financer là, c'est dans les prochaines semaines, c'est difficile de dire si les banques pourront ou non continuer à baisser les taux. Ensuite, nous allons passer au communiqué qui a été fait par les notaires de Paris, qui permet d'avoir un aperçu global des tendances sur les ventes de logements en Île-de-France. Donc on peut voir que par rapport à il y a un an, de décembre 2024 à février 2025, les ventes ont augmenté de 11% en général. Donc ce qui permet d'avoir une tendance un peu plus positive. C'est principalement sur les maisons. On est à plus 16%. Pour les appartements, on est à plus 9% seulement. Donc, ce qui permet d'avoir, sur ces 3 derniers mois, en 28 530 ventes de logements en Île-de-France. Donc, voilà, le marché continue à tourner, même s'il est beaucoup moins dynamique qu'avant, et il continue d'y avoir des ventes. Petit bémol sur Paris, sur la même période, la hausse des ventes n'est que de 5%. Donc, ça reste, c'est la petite couronne et la grande couronne qui ont tendance à tirer cette moyenne vers le haut. Euh, pour prendre un peu plus de recul, par contre, les notaires font un point. L'année dernière, on était à une période où les taux étaient au plus haut et donc c'était une période vraiment compliquée pour le marché immobilier. Donc
c'est normal d'avoir des meilleures statistiques en début 2025. Si on compare il y a 2 ans, on est toujours 19% en dessous des volumes à une époque où les taux avaient déjà commencé à augmenter depuis plusieurs mois. Donc on peut voir qu'on est encore bien en deçà de transactions, on va dire, normales sur lesquelles on avait l'habitude ces dernières années. Ensuite, autre tendance qu'on avait pu voir, ça fait quelques trimestres que je parle du fait que l'immobilier à Paris et en Île-de-France a déjà bien baissé. Les prix ont quand même bien corrigé en quelques années. On est passé de près de 11 000 euros du mètre carré à Paris à 9 500 euros. Donc ça fait déjà une belle baisse, surtout si on tient compte de l'inflation. Entre-temps, depuis 2020, il y a une inflation de 15 ou 20% générale des prix à la consommation. Si on en tient compte dans les chiffres de prix immobiliers, l'immobilier a fortement baissé entre-temps. C'est valable à Paris, mais c'est valable aussi dans une moindre mesure dans tous les autres départements d'Île-de-France. Donc il y a un an, j'avais justement publié un article en disant que pour moi, le gros de la baisse des prix était passé. Et c'est ce qui semble se révéler exact sur les projections des notaires, puisqu'on commence à avoir quelques petites augmentations de l'ordre de 2 ou 3% sur un an. Donc les notaires se servent des avant-contrats, c'est-à-dire les compromis de vente qui ont déjà été signés pour faire des projections de ce qu'il en sera sur le deuxième trimestre. Et sur le deuxième trimestre 2025, ils s'attendent à avoir augmenté les prix. Par exemple, le prix du mètre carré à Paris, il passerait à 9 640 euros au lieu de 9 500. Pareil en Île-de-France, on arrive sur un prix moyen du mètre carré de 6 240 euros au lieu de 6 100 euros à fin mars. Donc ça reste des petites augmentations. Les conditions s'améliorent au niveau des taux. Il est possible d'emprunter un peu plus qu'auparavant. Du coup, les acheteurs, où il y a toujours une forte demande pour se loger ou pour investir en Île-de-France, on retrouve donc tout de suite une tension qui se répercute sur les prix dès que les conditions s'améliorent un petit peu. Alors, autre point, vous avez jusqu'à fin mai ou début juin, selon votre département, pour déclarer tous vos revenus que vous avez gagnés en 2024 aux impôts. Donc, dans votre déclaration fiscale, au niveau de l'immobilier, ça va surtout concerner tous ceux qui sont investisseurs immobiliers. Donc là, il y a plein de petites choses à faire attention. Le choix du régime fiscal va être très important. Entre un régime réel avec des frais optimisés et notamment les amortissements si vous êtes en location meublée, vous pouvez fortement diminuer l'impact de votre imposition par rapport à quelqu'un qui va faire du microbic, par exemple. Donc là, je vous invite à voir différentes pages qui peuvent vous donner des informations aussi bien sur les dates limites pour votre déclaration et différentes aides et conseils que je vous donne pour bien faire votre déclaration ou trouver des services qui vous aident comme un expert comptable en ligne ou des sites qui se spécialisaient dans la déclaration de revenus LMNP comme decla.fr. Enfin, il y a différentes choses sur lesquelles la ministre du Logement, Valérie Létard, est revenue dans ses différents communiqués de ces dernières semaines. Donc on peut voir notamment ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'on en entend beaucoup parler de la part des professionnels qui insistent sur le fait que l'investisseur locatif se fait matraquer fiscalement depuis quelques années. Il y a beaucoup de contraintes qui lui sont imposées au niveau du DPE, au niveau de différentes choses. Et beaucoup réclament un statut de bailleur privé. On en entend parler depuis un an ou deux, mais étant donné que les gouvernements changent souvent, et ben, c'est toujours partie remise. Là, Valérie Létard a quand même pris les devants. Elle demande à ce que d'ici l'été, un cadre fiscal pérenne et attractif pour relancer l'investissement locatif privé soit mis en place. Et ceci devrait voir le jour dès le projet de loi de finances 2026. Donc ça pourrait dire que dès le début de l'année prochaine, on pourrait potentiellement avoir un contexte plus favorable pour l'investissement locatif en France. Donc on arrive dans une situation où les prix se sont calmés, les taux commencent à être un peu plus abordables. Donc globalement, le contexte, si ça s'améliore aussi au niveau de la fiscalité et de la prise en compte par le gouvernement du statut d'investisseur immobilier,
il pourrait y avoir des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans les mois à venir. Autre chose au niveau des informations issues du gouvernement et des impôts, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale. Tous les personnes qui vivent dans leur logement ne payent plus de taxe d'habitation, qu'elles soient propriétaires ou locataires. Seulement, ça crée un gros trou dans les recettes des collectivités locales. Votre commune n'a pas eu des compensations suffisantes pour tenir ça. Du coup, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'une demande de remise en place d'une taxe où chacun, que ce soit les locataires ou les propriétaires, puisse contribuer aux finances des services qui sont proposés par leur commune. Donc là, on a par exemple le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, qui reparle de cette possible cotisation territoriale universelle. Ça serait de l'ordre, a priori, premier chiffre annoncé serait de l'ordre de 30 euros en moyenne par foyer, pouvant aller de 10 à 100 euros selon les revenus de chaque foyer et les possibilités. Mais d'autres sons de cloche au niveau du gouvernement font état qu'il n'y aura pas de nouvel impôt créé. Donc, à voir comment ça sera fait, mais on a déjà vu avec la hausse des frais de notaire que les collectivités locales cherchent à trouver d'autres manières de combler leurs dépenses avec des recettes qui sont moindres, notamment à cause de la diminution des ventes. Les droits de mutation dont elles collectent une partie des taxes ont vachement diminué, étant donné que les prix baissent. En plus, ça diminue également ces taxes qui sont proportionnelles. Donc, ils cherchent des solutions. Donc, pour l'instant, on a eu le droit à la hausse des frais de notaire dans plus des trois quarts des départements en France, comme vous pouvez le voir dans d'autres articles que j'ai publiés. Et du coup, là, bah, on va surveiller ça de près, mais potentiellement, de nouvelles taxes pourraient revenir. Ça s'appellerait peut-être plus taxe d'habitation, mais il y aurait une nouvelle contribution qui pourrait être demandée à tous, aussi bien locataires que propriétaires. Enfin, toujours aussi quelque chose qui revient régulièrement, c'est le problème de fiabilité du DPE. Donc le DPE, il est super important aujourd'hui dans le marché. Il y a quelques années, il avait un impact beaucoup moindre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'impact du DPE sur le prix de vente. Il y a des interdictions de location quand vous avez un DPE en G et dès 2028, ça sera le cas quand on sera en F. Certaines banques commencent à moduler leur taux aussi, c'est-à-dire que si vous achetez un logement avec un bon DPE, vous allez avoir un meilleur taux que si vous achetez un logement avec un DPE qui est mauvais. Donc ça, c'est de plus en plus impactant et il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir un DPE qui n'est pas fiable et que d'un diagnostiqueur à l'autre, il y a des résultats assez différents. Donc pour ça, la ministre propose 10 mesures qui devraient améliorer le DPE et notamment aussi prendre en compte le confort d'été. Pour l'instant, le DPE, il prend surtout en compte les conditions pour le chauffage l'hiver, mais il ne tient pas compte des chaleurs dans les logements l'été. Enfin, pour terminer cette petite revue des actualités du mois de mai, nous allons voir que au niveau de l'immobilier neuf, il y a quelques améliorations. Quelques projets qui commencent à se relancer, notamment avec le prêt à taux zéro qui a été élargi donc, en zone B2 et en zone C pour les appartements, et surtout il est de retour pour la maison individuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet immobilier neuf, ça se fait pas du jour au lendemain. Si aujourd'hui on améliore un petit peu les conditions, que les acheteurs reviennent sur le marché et qu'il y a un peu plus de projets qui se lancent, il va falloir 1 à 2 ans avant que les logements soient financés, qu'ils soient construits et qu'ils soient disponibles. Donc on peut voir aujourd'hui que les chiffres des promoteurs sont toujours assez inquiétants. Par exemple, l'un des leaders du secteur, Nexity, annonce au premier trimestre 2025 une baisse de 28% des réservations de logements neufs. On sait aussi que en 2024, l'État a soutenu le secteur de la construction pour éviter un effondrement du secteur et des crises profondes chez tous les constructeurs, avec CDC Habitat et Action Logement qui ont acheté plusieurs milliers de logements pour le parc locatif social.
Et ça, c'est quelque chose qui sera pas renouvelé tous les ans. L'État peut pas financer tous les ans 20, 30 000 logements. Donc cette année, a priori, il y aura pas ce soutien-là. Et du coup, les chiffres de l'immobilier neuf vont continuer à être mauvais en 2025, voire même sur le début d'année 2026. Donc les conséquences pour tous, ça va être la pénurie de logements qui va continuer dans les zones denses comme l'Île-de-France ou d'autres secteurs qui sont très demandés. Donc voilà, voici un petit point complet sur l'immobilier. Vous trouvez plus d'articles, plus d'informations sur l'article que je vais mettre le lien sous la vidéo. Et, et comme chaque mois, vous pourrez retrouver les informations que je publie sur Immobilier Danger ou de plus en plus souvent en vidéo, aussi bien sur les taux que sur les autres informations sur le marché. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la nouvelle chaîne YouTube qui vient de voir le jour il y a quelques mois et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci à vous. Au revoir.